choisir par quel angle attaquer avec Fulvio, puisqu'il y a à la fois l'aspect poésie, l'aspect romanesque et également tout le volet essayiste, puisqu'il y a également des essais qui ont été écrits, il y a l'activité au sein de l'ODC, il y a les associations dont vous vous occupez également. Alors on a fait le choix qu'on pourra peut-être ouvrir au moment plutôt des questions, de se concentrer sur le dernier roman qu'a publié Fulvio, qui s'appelle Un été catalan, qui est sorti chez Balzac Éditeur et qui va lancer en tout cas notre dialogue à tous les deux. Donc c'est un huis clos qui se passe sur l'île qui se passe aux Baléares, sur l'île de Majorque, où on suit un couple et ses 2 enfants qui a été invité par un autre couple à venir résider dans un magnifique domaine qui se situe sur l'île, qui est un domaine qui accueille principalement des artistes, ce qui va être un fil clé tout au long du récit, en résidence artistique, en résidence d'écriture. Et ils se retrouvent pour un été pour des vacances et a priori tout va se passer dans ce cadre idyllique durant cet été. Et c'est là qu'un élément déclencheur survient. Un incendie se déclare sur les hauteurs de l'île qui menace le domaine, qui menace potentiellement toute l'île. Et cette double menace est associée à une prise de conscience. Le mari, le père de famille du couple qu'on suit, n'est pas revenu de son stage, de son séjour de plongée. Donc on ne sait pas où il est au moment de l'incendie. Donc toute une intrigue va se mettre en place autour de ces questionnements. Et avant d'en dire un petit peu plus, moi j'aimerais que vous nous racontiez du coup, Fulvio, un petit peu la genèse du texte, ce qui vous a inspiré cette envie d'écrire sur cet endroit assez incroyable et de nous parler de cette histoire catalane. Eh bien, ça commence il y a plus de 35 ans. Par ce que j'appelle une légende urbaine. C'est un ami écrivain j'ai vécu, comme vous savez peut-être, au Canada, au Québec en particulier, pendant plus de 30 ans. Et cet ami d'origine italienne me racontait une histoire qui l'avait intrigué. C'est une légende urbaine, comme je l'ai appelée. C'est qu'on aurait retrouvé, mais peut-être l'avez-vous entendu, un squelette d'homme grenouille dans le sud français ou en Espagne. Et du coup, ça a enclenché toute une réflexion sur les 4 éléments, puisque en fait, l'homme grenouille renvoyait à la fois au feu, à l'eau, à la terre et à l'air. Et à partir de ces 4 éléments, s'est enclenchée une réflexion qui s'est concrétisée une trentaine d'années plus tard, par l'écriture d'une nouvelle. Et cette nouvelle est restée en plan pendant quelques années. Je l'ai écrite il y a 7-8 ans. Et vu que je me suis retrouvé dans ces lieux pour une vacance avec ma petite famille, et j'ai dû écrire pour l'occasion, pour le plaisir, un petit scénario qui évoquait l'histoire de frères et d'une sœur qui reviennent sur le lieu de vacances 10 ans plus tard. Donc, ils sont des jeunes adultes en train de le devenir. Et donc, il y a aussi dans cette île, on va l'évoquer, la prolifération de chèvres sauvages qui sont amenées par un bouc qui ravage les jardins des propriétés. Il se trouve que sur cette île, comme en Catalogne, on célèbre le Corafox, qui est la fête du feu, et on y a assisté. Une partie de ma famille part, et le surlendemain, qu'est-ce qui arrive? C'est un vrai feu de forêt. Et là, déclic. Je comprends que j'ai une histoire, mais vous voyez, ça s'est fait en trois étapes. Et du coup, j'écris le reste de l'histoire. À la base, c'était un texte qui était plutôt conçu comme un scénario. Oui. Il y avait la petite nouvelle qui vient s'enclencher à la fin. C'est ça. Et tout ce matériau a été retravaillé, réorganisé. Absolument. C'est un processus qui prend combien de temps Ça prend 2-3 mois, disons gros 3 mois, pour le réécrire. Voilà.
Alors le roman est découpé en 4 grandes parties Oui. qui reprennent les 4 éléments que vous avez effectivement présentés, qui sont basés sur cette légende urbaine qu'on va retrouver également dans le roman. Est-ce que ça vous est venu également naturellement ou est-ce que cette organisation, c'était une évidence ou... Oui, oui, elle s'est imposée d'entrée de jeu. Évidemment, j'en ai fait un peu ma tambouille pour créer une histoire cohérente qui renvoie à la fois, si vous voulez, à la réalité, mais aussi à quelque chose de plus subtil qui est plus intérieur et qui participe des représentations. Ce qui m'a beaucoup marqué, en tout cas à la lecture du texte, c'est qu'on est dans un huis clos, donc on est dans un espace qui est très caractérisé, où on assiste à cette fête, justement la fête du diable, où il y a ce défilé dans la ville, ce défilé sur le port, ce défilé catalan. Et en même temps, tous les personnages que vous présentez, ils viennent de tous les horizons. Il y a une très très forte dimension européenne. Ils vont s'exprimer dans plein de langues différentes. Souvent, ça parle en anglais ou en allemand et ce n'est pas traduit dans le texte. Alors, c'est des petites phrases, c'est des petites incises. On fait tout le temps ce retour entre un aspect extrêmement local et une dimension vraiment européenne. Oui, et il se trouve qu'en effet, il y a cette fête des arts, cette soirée, cette nuit des arts, où se retrouvent, et ça existe réellement, toutes les nationalités, puisque vous le savez sans doute, hein, les Baléares et Majorque en particulier ont été l'épicentre d'une vie artistique européenne très riche dès de l'après-guerre et surtout dans les années 60. Et cette fête des arts, cette nuit des arts existe réellement. Et c'est évidemment un miroir de l'Europe qui se cherche à travers aussi et qui cherche un lieu aussi pour dépasser ces conflits d'une certaine façon et ces difficultés auxquelles on est confronté d'ailleurs avec la pandémie, entre autres, de parler d'une seule voix, d'une certaine façon, de se retrouver à travers la culture. Et là, c'était une métaphore, une allégorie, disons, de cette Europe en devenir. Alors, on peut s'attarder peut-être sur le personnage de Lily, qui vous a été directement inspiré par une histoire mythologique. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Oui. C'est un personnage qui a tout de suite a surgi soudain, parce que dès lors que je commençais à écrire l'histoire de la venue de ces frères et sœurs, le frère étant plus jeune, j'ai dit, mais bon, il faut un tiers, et c'est la fille d'un des personnages qu'on voit tout de suite dès l'entrée dans le premier chapitre, qui a cette fille qu'il a récupérée d'un premier mariage. Donc c'est leur vis-à-vis. C'est elle qui va faire éclater le Suicule Pococotti, si vous voulez, et va les amener dans un tourbillon qui va les révéler à eux-mêmes. Voilà. Alors, évidemment, on sent quelques violences aussi. C'est intéressant parce que finalement, vous voulez nous amener à réfléchir sur notre monde actuel en recourant quand même la plupart du temps à la fiction. Et quand je vous en avais parlé, vous m'aviez dit que pour vous, écrire de la fiction, c'était pour un écrivain une énorme prise de risque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je résume mon sentiment que dans les arts comme dans la littérature, on assiste à un processus de fixation qui se résulte au niveau littéraire à l'événement du naturalisme, comme si on était à la fin du 19e siècle, à une littérature du témoignage, à une littérature réaliste, qui a toute sa dignité, mais qui réduit le risque à peu de choses finalement. Et ceux qui prennent ce risque sont noyés dans la masse, hein, quelque part. Comment une voix singulière peut s'affirmer? Il y en a heureusement quelques-uns, mais c'est tout le travail enfin, je me suis donné en tout cas, enfin tout le travail, on est tous quelques-uns à essayer de
faire bouger les lignes d'une certaine façon, parce qu'il s'agit de faire bouger les lignes. Alors si on fixe les lignes d'entrée de jeu, ça ne laisse pas beaucoup de jeu, justement. Et aujourd'hui, grosso modo, dans cette avalanche, il y a combien de titres qui sont sortis cette année à la rentrée? Il y a plus de 500 titres, sans parler des nouveaux romans. C'est hallucinant. C'est une surproduction qui a tendance, qui comment dire, a cet effet pervers de rendre inaudible toutes les quelques repos singulières. En tout cas, voilà, c'est mon opinion. Il n'engage que moi. Oui. Oui, allez-y. Si je te comprends bien, tu veux dire que une œuvre de fiction est plus risquée qu'un témoignage? Absolument. Mais on confond le récit avec le roman, c'est incroyable. Y compris les critiques les plus affûtées, dit-on. C'est hallucinant. Je veux dire, on a juste mettre fiction, mettre roman, et il n'y a pas de distanciation entre un récit. Le récit, c'est la première personne, la prise de risque à ce niveau-là, il faut bien écrire, je n'en doute pas, mais la capacité de pouvoir imaginer une histoire est beaucoup plus risquée. Et ça, finalement, ça reste la partie congrue, la portion congrue. Le fait est que cette confusion est entretenue, y compris par les grands médias, y compris par les critiques eux-mêmes. Et ça a comme conséquence d'affaiblir, et de fixer. Ça a comme conséquence de fixer le langage et d'éviter qu'il puisse vraiment se régénérer. C'est une importance, pour moi, capitale. Ça. En fait, dans ton histoire personnelle, il y a un chevauchement entre l'Italie et après l'Amérique du Nord, le Canada. Et en fait, du coup, le Canada, pour toi, en termes d'influence littéraire ou d'imaginaire et tout, dans tes romans ou dans ton écriture, ça correspond à je sais pas, à quel roman ou quelles images, qu'est-ce que ça enrichit dans ton imaginaire et dans ton écriture, quoi. En fait, c'est très curieux parce que le mot Canada lui-même, après ça, il y a eu toute une dispute entre les Québécois qui ont dit, nous, on était les premiers Canadiens. Canada veut dire le lieu de rassemblement et qui renvoie à la notion de culture. Le lieu de rassemblement. C'était un vieux mot, c'est un mot amérindien, iroquois, je crois, qui veut dire le lieu de rassemblement. Le Canada, d'ailleurs, Champlain et Jacques Cartier disent on est en Canada parce que c'était les villages en fait, les villages qui étaient très importants, il y a 2000 personnes à peu près. Et pour moi, ça évoque le paradis terrestre, c'est-à-dire quelque chose de lieu de sauvage, le lieu du non nommé. Tu parles des grands espaces canadiens, mais tu n'as pas écrit un roman sur le Canada, ces grands espaces. Non, je sais que c'est un des lieux communs et toute la littérature qui est appréciée ici. C'est ça. Donc, il y a un festival d'Américains, ce qu'on cherche, c'est ça. Les coureurs de bois, les Indiens, l'histoire entre l'un et l'autre. C'est jouer justement sur le côté exotique. Et moi, j'y suis allergique. Je suis allergique comme on est allergique aux moustiques. C'est l'exotisme. Et ça, c'est un piège. Parce que l'exotisme, c'est le corollaire d'une littérature nationale. C'est exactement l'opposé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un des grands chercheurs de la diversité culturelle qu'on a failli inviter, malheureusement, il est décédé. C'était Tsvetan Todorov. Il l'a dit dans un des essais. L'exotisme, c'est un corollaire du nationalisme. Et moi, je suis pour le l'éclectisme. C'est la prise de risque, c'est ça que j'évoquais. L'éclectisme. Pas mal. Voilà.